Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis étudiant en médecine et en santé publique à l'Université de Paris-Saclay. Et depuis plus de 5 ans maintenant, je m'intéresse à la fois à la méta-recherche, à la désinformation en santé, aux médecines complémentaires et alternatives, aux théories du complot, à la désinformation, etc. Aujourd'hui, on va parler de comment lutter efficacement contre les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires. Donc ça sera un format qui sera peut-être un petit peu différent de ce que vous avez vu tout au long de la journée avec un plan plutôt de recherche clinique. Moi, c'est plus de la santé publique version sciences politiques, droit de la santé, etc. Et oui, j'ai aussi un diplôme de droit de la santé. Donc tout d'abord, moi je suis chargé de mission santé publique pour le collectif NoFakMed. Donc c'est une association qui lutte contre les pratiques infondées dans le domaine de la santé et qui a pour principal fait d'armes le déremboursement de l'homéopathie en 2020-2021, il me semble. Je n'ai pas de source de revenus, je n'en ai pas eu par le passé en rapport avec cette présentation et cette présentation reflète uniquement mon opinion, n'engage pas mon université. Donc pour commencer, on va commencer par définir ce qu'on entend par une médecine complémentaire alternative. Il y a plein de papiers là-dessus, quels sont les critères de démarcation entre une INM, une médecine complémentaire alternative, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. On va principalement fixer comme critère de démarcation entre une médecine complémentaire alternative et une INM le fait que les INM ce sont un peu le meilleur des médecines complémentaires alternatives. Donc toutes les médecines complémentaires et alternatives, donc je vais dire CAM pour aller plus vite, qui sont basées sur les preuves. Parfois dans la présentation, je vais utiliser le mot charlatan, je l'utilise pas du tout comme une insulte, c'est une définition juridique dans le code de la santé publique, ça désigne une personne qui exploite volontairement ou non la crédulité d'autrui. Donc, pour commencer, je vais vous définir qu'est-ce qu'on entend par une dérive thérapeutique. Donc là, c'est une définition qui a été proposée par l'Ordre des kinés en 2016 et qui est plutôt bien faite. On entend par dérive thérapeutique toute pratique qui n'est pas qui se prétend comme étant thérapeutique ou diagnostique, qui n'est pas basée sur des données scientifiques qui sont probantes. C'est important de préciser que ces dérives thérapeutiques, ça ne concerne pas uniquement les médecines douces, etc. C'est aussi très présent au sein même de la médecine conventionnelle. Je pense par exemple au Spasfon, où il y a eu un beau scandale cette année qui est tout à fait mérité, comme quoi c'est efficace dans aucune indication. Et les dérives thérapeutiques incluent également tous les médicaments qui sont utilisés à mauvais escient, donc à un mauvais patient, dans un mauvais contexte, etc. Et également toutes les stratégies de dépistage ou de diagnostic qui sont trop peu sensibles, trop peu spécifiques et du coup qui induisent un taux inacceptable de faux positifs et de faux négatifs. Pour rappeler quelques ordres de grandeur, donc là on va beaucoup parler de médecine complémentaire et alternative, de charlatans, etc. Mais en termes de iatrogénie, les médicaments, ça cause en France tous les ans environ 10 000 morts et 130 000 hospitalisations. Donc à la fois d'un point de vue éthique, c'est très beaucoup, et en termes de dépenses de santé, c'est assez énorme. Donc on va voir comment la diminuer, parce que c'est un peu aussi lié. Donc il y a l'Ordre des kinés qui a fixé un certain nombre de drapeaux rouges qui permettent de repérer une dérive thérapeutique. Ça marche relativement souvent. Il y a tout d'abord l'allégation de booster le système immunitaire, de détoxifier l'organisme, alors qu'en réalité l'organisme le fait très bien tout seul, sauf si on a une insuffisance rénale ou hépatique, de stimuler les capacités d'auto-guérison, donc c'est très très large, ou de stabiliser le pH de l'organisme, sachant qu'en réalité une modification minime du pH, ça vous amène très rapidement en réanimation. Il y a aussi toute l'invocation d'entités qui sont immatérielles, comme la force vitale, les énergies, le taux vibratoire, l'aura, etc. Une prétention qui est aussi très fréquente, c'est la prétention de soigner la cause des maladies, alors que la médecine conventionnelle ne fait que soigner le symptôme, etc. Ce qui est plutôt faux. En particulier parce que la médecine conventionnelle fait aussi beaucoup de prévention primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, etc. Et aussi la prétention d'être holistique, ce qui est plutôt un reproche plutôt vrai qu'on peut adresser à la médecine conventionnelle, qui est très ultra spécialisée, même surspécialisée, et qui parfois délaisse un peu la vision globale du patient d'un point de vue biopsychosocial. Il y a aussi tout un usage du vocabulaire pseudo-scientifique, quelque chose qui est très à la mode. C'est tous mes usages concernant la physique quantique,
Donc on applique à toutes les sauces les différents concepts pour légitimer des pratiques spirituelles ou très douteuses. Il y en a d'autres comme la stagnation de la théorie, le rejet de la méthode scientifique et donc de l'évaluation scientifique, des hypothèses qui sont invérifiables et le remplacement des preuves scientifiques de qualité par des témoignages, des anecdotes et des expériences personnelles. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment les principaux. Une dérive thérapeutique, parfois, c'est rare, elle peut s'accompagner d'une dérive sectaire. Donc la dérive sectaire, c'est défini par la MIVILU. Donc la MIVILU, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui la définit donc comme le dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion et de religion, qui induisent des troubles à l'ordre public, la violation, enfin le non-respect de lois, de règlements, etc., la violation des droits fondamentaux et des atteintes à la sécurité et l'intégrité des personnes. Donc, ce que rajoute la dérive sectaire par rapport à la dérive thérapeutique, c'est la notion d'emprise mentale, qui est d'ailleurs très difficile à caractériser, y compris en psychologie sociale. C'est assez proche de ce qu'il y a dans les violences conjugales, etc. Voilà. Après, il y a un certain nombre de critères qui ont été fixés qui permettent de repérer une dérive sectaire, mais globalement, ça répète un petit peu ce que j'ai dit. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le recours et l'adhésion aux médecines complémentaires alternatives, c'est loin d'être un phénomène qui est anecdotique. Donc, il y a eu différents sondages ces dernières années qui utilisent des méthodes qui sont différentes, parfois qui considèrent la diététique ou les psychothérapies comme des médecines douces. Donc, c'est compliqué d'avoir des chiffres. Mais grosso modo, il y a entre 50 et 70% de la population qui a eu recours au cours des 12 derniers mois à une médecine complémentaire et alternative. Peut-être que la question que vous vous posez, c'est si ça fait du bien aux gens, ce qui est vrai. Pourquoi vouloir lutter contre les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires, et plus généralement contre le CAM? Tout d'abord parce que beaucoup de ces CAM, au sens méthodologique et statistique du terme, ne sont pas efficaces. Ça veut dire que l'effet qu'elles ont, ça ne dépasse pas les effets contextuels, l'effet placebo, l'effet nursing, enfin plein d'effets comme ça. Voilà. Ensuite, elles ont des fondements théoriques, pour la plupart, qui sont très fragiles et qui contredisent les connaissances fondamentales qu'on a en physique, en chimie, en biologie, etc. Elles ont aussi des risques qui sont certes très minimes par rapport aux risques et à la iatrogénie des médicaments, des chirurgies, etc. Mais ces risques, ils sont plus insidieux, ils sont plus indirects. C'est comme par exemple, le retard d'une prise en charge adaptée, des soins qui ne sont pas basés sur les preuves, des dérives sectaires, une perte d'argent, etc. Il y a des enquêtes également qui ont été réalisées par la Direction générale des fraudes en France, donc la DGCCRF, qui conclut que 70% des praticiens de médecine douce ne respectent pas la réglementation au sens large qui est en vigueur et qui régule leurs pratiques. Donc c'est assez énorme. Et en général, ça concerne tout ce qui est défaut d'information précontractuelle, pratiques commerciales trompeuses, etc. etc. Donc c'est important de lutter contre des choses qui sont illégales. Mais surtout, c'est la raison principale, la plupart des médecines douces ne respectent pas les principes de base de l'éthique médicale, comme le respect de l'autonomie, qui implique de requérir un consentement éclairé de la part des personnes, donc de lui donner des informations qui sont fiables, qui sont objectives, qui sont compréhensibles, concernant la pratique qu'on va utiliser en termes d'efficacité, de sécurité, de validité, etc. Et ça ne respecte pas non plus les principes de base de l'éthique des affaires, qui sont très intuitifs, à savoir il faut dire la vérité sur les pratiques qu'on utilise. Donc je suis parti du constat qui est assez partagé, qui est assez frappant quand on s'intéresse de manière assidue à ce domaine, c'est que actuellement les politiques publiques qui sont en place ne permettent pas de lutter efficacement contre toutes ces dérives thérapeutiques. Donc dans le cadre de mes différentes implications et de mes études, je me suis fixé comme objectif d'identifier les différents leviers qui permettent de mieux lutter contre ces dérives thérapeutiques et ces dérives sectaires. Donc pour répondre à cette question, j'ai utilisé plusieurs méthodes complémentaires. Donc tout d'abord, j'ai fait une revue de la littérature classique, donc Google Scholar, PubMed, etc., très large, à la fois en français et en anglais, et un peu en allemand, pour intégrer plein d'articles concernant ça, mais également tout ce qui est littérature grise, donc des rapports institutionnels,
et aussi des articles de presse de qualité. Voilà. Donc j'ai complété ça également par des entretiens avec différents acteurs du domaine, et au quotidien je fais une veille qui est aussi très large, un petit peu au fil de l'eau. Donc j'ai trouvé six axes d'action pour lutter efficacement contre les dérives thérapeutiques. Le premier, c'est de revoir un petit peu dans son ensemble l'organisation du système institutionnel. Aujourd'hui en France, on dispose d'un organisme qui s'appelle la MIVILU, donc la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, dont les pouvoirs ont été renforcés très récemment grâce à une loi qui a été promulguée en mai, qui est assez unique au monde, qui est vraiment la pierre angulaire du système de lutte contre ces dérives, qui a un rôle d'observation et d'analyse du phénomène sectaire et un peu des dérives thérapeutiques, c'est très lié, de coordination de l'action qui est préventive et répressive, et de formation, d'information et d'aide aux victimes. Aujourd'hui, le problème majeur de cette structure, c'est qu'elle manque cruellement de moyens. Ils sont une dizaine. Ils croulent sous environ 4000 saisines. Alors certes, les saisines, ça ne veut pas dire c'est quelque chose de grave, il y a quelqu'un qui va mourir, etc. Parfois, c'est juste des demandes d'informations et ça prend 15 minutes à répondre, etc. Mais c'est quand même vraiment beaucoup. Et ils ont du mal à produire des données qui sont robustes pour éclairer les politiques publiques et les chercheurs. Il y a un peu un débat actuel d'accès aux données, sources qu'ils ont. Ils ne les communiquent pas. Et c'est également important, et c'est d'ailleurs une recommandation du rapport du Sénat en 2013, d'impliquer davantage les différents acteurs classiques de santé publique, donc l'assurance maladie, Santé publique France, la HAS, l'INSERM, Société savante, les ARS, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez disparate, et souvent les personnes qui tiennent ça dans les institutions, c'est pas parce que c'est dans leur charge, sur leur contrat, c'est juste qu'ils sont intéressés par ça, ils le font un peu de manière volontariste. Il était aussi préconisé de créer un groupe de travail, donc ça a été fait, sauf qu'avec le remaniement gouvernemental qu'on connaît, c'est un petit peu passé à la trappe. Et du coup, le but de ce groupe de travail, c'est que tout le monde se réunisse et propose des politiques publiques qui soient vraiment, et d'éclairer les politiques publiques, voilà, parce qu'on n'est pas des politiciens, on parle aux politiciens pour l'éclairer, mais c'est lui qui choisit. Et voilà, donc c'est important. Le deuxième axe, on en a parlé un peu beaucoup aujourd'hui, c'est d'intensifier la recherche clinique sur les interventions non médicamenteuses pour trier le bon grain de livret entre des médecines douces qui sont très farfelues et des interventions non médicamenteuses qui sont tout à fait pertinentes à intégrer en pratique courante pour les médecins généralistes, les kinés, pour vraiment tous les acteurs du système de santé. Le problème actuel, c'est que déjà c'est sous-financé parce qu'il n'y a pas de labo qui vend le sport ou les psychothérapies, etc. Donc c'est vraiment le rôle des pouvoirs publics de le faire. Et en plus, d'un point de vue de l'efficience, je pense que c'est vraiment très très rentable. Et aussi l'autre problème, c'est que aujourd'hui, la plupart de la recherche scientifique sur le sujet est vraiment de très mauvaise qualité méthodologique. Donc on ne peut pas faire grand-chose de ces articles. Au début, je faisais vraiment une veille tous les jours par mots-clés. Et j'ai vite abandonné parce que c'est une grosse perte de temps, parce que le nombre de papiers où il y a 8 personnes, où il y a un risque relatif qui va de 0,5 à 4, voilà, c'est une grosse perte de temps. Donc c'est important que cette recherche elle soit de qualité méthodologique vraiment très haute, donc en respectant la checklist de consort. Donc il y a une extension appliquée aux INM. La NPS aura sans doute un rôle majeur ces prochaines années, et le livre de référence d'un point de vue statistique, c'est le livre qui est édité par Isabelle Boutron, Philippe Raveau et David Moer. Et c'est important que cette recherche soit dénuée de conflits d'intérêts et qui respecte les principes de base de la science ouverte. Donc ça devient très tendance maintenant, mais c'est vraiment très efficace, ça permet vraiment de reproduire les données. Donc ça implique par exemple le préenregistrement des protocoles d'études pour pas qu'on fasse de p-hacking, etc. Et le partage des données brutes pour faire des analyses qui sont indépendantes. Le deuxième axe, c'est d'intensifier la recherche concernant les sciences humaines et sociales pour mieux comprendre les différents mécanismes d'adhésion, pourquoi les personnes recourent à ces pratiques, vraiment utiliser plein de méthodes mixtes ou qualitatives pour mieux comprendre et même améliorer les critères de jugement des études qu'on peut faire après. Parce que ça ne sert à rien d'évaluer un protocole
relation d'aide ou entretien motivationnel sur la mortalité globale. Ce qui compte pour ces thérapies-là, c'est vraiment la qualité de vie, etc. Désolé, c'est du droit, c'est vraiment indigeste. Donc il y a le troisième levier, c'est de renforcer, enfin d'améliorer le système de répression des infractions. Alors, contrairement à ce que certaines personnes croient, il n'y a pas vraiment de vide juridique concernant la médecine douce. Il y a plein de lois qui existent, mais le problème majeur, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. Donc on peut parler de vide juridictionnel. Je ne vais pas parler de toutes ces lois-là, parce qu'il y en a vraiment plein. Donc il y a différentes atteintes aux personnes, comme les homicides, mais ça reste très rare. Les atteintes aux biens, comme l'escroquerie. Et les trois principales infractions qui sont les plus fréquemment rencontrées, c'est les pratiques commerciales trompeuses, qui sont vraiment très larges, l'usage illégal d'un titre qui est réglementé, ou la pratique d'une profession réglementée. Un petit peu à côté de ça, il y a aussi tout ce qui relève de la déontologie médicale. Donc ça concerne uniquement les pros de santé, qui ont un ordre, donc il y a 7 ordres. Et très récemment, comme je l'ai dit, il y a une loi qui est passée en mai 2024 qui a notamment créé un nouveau délit, qui est un délit d'incitation à abandonner un traitement efficace. Enfin, ça va un peu plus loin que ça, mais on va s'en contenter. Ensuite, il y a des cas qui sont un petit peu regrettables concernant des vides juridiques et des praticiens qui prennent un peu trop de marge, on va dire. Et ça mène à des sanctions, comme l'injonction d'arrêter des pratiques commerciales trompeuses, et parfois ça va même très loin, comme l'incitation à commettre des délits et à détruire les preuves en cas de perquisition de police. Ce qui est important de retenir, c'est que globalement, la tendance actuelle d'un point de vue des praticiens en médecine douce, c'est pas spécialement de respecter la loi, c'est plus de continuer à ne pas la respecter, ce qui est quand même très courant, sans se faire prendre. Donc il y a plein de syndicats qui incitent à changer la terminologie des pratiques sans vraiment changer les pratiques. Donc c'est un petit peu malhonnête. Voilà. Et il faut bien se rappeler que les pratiques infondées, c'est pas uniquement l'apanage des personnes qui sont pas pro de santé, c'est aussi très présent c'est aussi présent chez les médecins. Et il y a un petit problème, c'est que l'ordre des médecins n'est pas très proactif pour appliquer la déontologie médicale. Donc là, j'ai mis quelques articles de déontologie qui interdisent de désinformer, qui obligent les médecins à pratiquer des soins qui sont dévoués et fondés sur les preuves, et interdire le charlatanisme. Donc là, dans ce livre d'homéopathie, il y en a des dizaines d'autres similaires. Il n'y a pas uniquement eux. On recommande d'utiliser l'homéopathie pour traiter un AVC de manière aiguë, donc je pense pas que ce soit très pertinent. Et sinon, il y a une acupunctrice qui propose une nouvelle méthode de diagnostic qui s'appelle le diagnostic auriculaire causal, comme quoi on peut diagnostiquer toutes les maladies juste en regardant le pavillon de l'oreille, y compris la tuberculose. Donc, c'est nécessaire d'assurer une application effective de la réglementation en vigueur, de donner plus de moyens à la Direction générale des fraudes qui est vraiment débordée et qui maintenant se focalise davantage sur les influenceurs Instagram, parce qu'il y a eu une nouvelle loi également qui a été votée. Les moyens de police spécialisés, ils sont vraiment débordés, ils sont même pas 10 en France. Du coup, les enquêtes, eux-mêmes le concèdent, elles sont parfois bâclées, et du coup, les procureurs et les juges, ils ont du mal à aller au bout d'une procédure. On a également très peu de données sur la quantité d'infractions. Donc c'est nécessaire de créer un système de veille sanitaire. C'était aussi une recommandation, mais qui n'a pas été mise en place depuis 10 ans. Voilà, on va s'arrêter là pour ça. Donc très rapidement, les victimes de dérives sectaires ou de thérapeutiques, elles sont vraiment face à un mur, elles sont vraiment très seules. C'est un parcours du combattant pour retrouver une vie sociale normale, une intégrité psychologique qui est restaurée, voir son préjudice réparé et voir le fautif condamné. Ça prend des années, et aussi il se passe plusieurs années entre les abus effectifs et le moment où on prend conscience qu'on a été abusé. Voilà, enfin, c'est la mécanique classique de l'emprise mentale. Et les associations ont un gros rôle à jouer dans ça. Et oui, comme je l'ai dit, tout ce qui est service de police, les magistrats et les avocats, ils ont aussi un grand rôle à jouer. Effectivement, pour les avocats, c'est pas très rentable de jouer dans ce domaine-là. Là, on rentre un peu plus dans le cœur du sujet. C'est nécessaire de donner plus d'armes aux usagers pour mieux comprendre ce que c'est chacune des pratiques des médecines douces.
Donc c'est important qu'on les informe de manière fiable sur ce que sont chaque médecine douce, parce qu'aujourd'hui ils sont noyés dans une quantité incroyable d'informations fausses, trompeuses, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, même à la FNAC, chez Gibert aussi, dans la presse féminine, dans la presse locale, etc. Et du coup, ils ne peuvent pas prendre des décisions qui sont vraiment éclairées, et je pense que c'est un gros problème majeur en termes d'empowerment et d'autonomie, si on peut dire. Donc il faut lutter contre cette pandémie de fausses informations. Et le développement de l'esprit critique, ça a un rôle majeur dans ça, parce que c'est un composant essentiel de la littératie en santé. Et ça a plein de co-bénéfices d'un point de vue démocratique, d'un point de vue des choix économiques également. C'est également nécessaire que les praticiens, que les pros de santé soient sensibles à l'importance de la médecine basée sur l'épreuve pour qu'on puisse donner aux patients les soins les plus dévoués et basés sur l'épreuve qu'ils méritent. Et une recommandation de l'Académie de médecine, c'est de former les praticiens aux médecines douces, aux risques et aux bénéfices, aux risques des médecines douces et aux bénéfices des INM. Donc nous, en médecine, on doit apprendre un item 327 dans les collèges sur les INM. Il est clairement amélioré, il y a tellement de choses à faire, mais ça commence à arriver. Je voulais aussi vous parler d'un point qui devient de plus en plus un peu inquiétant, selon moi. C'est que les praticiens de médecine douce s'organisent entre eux, et ça peut être très bien, parce qu'ils peuvent largement s'améliorer, sauf que c'est pas vraiment le cas. Ils utilisent des stratégies de lobbying et un peu d'entrisme, et plein de stratégies pour se prétendre sérieux, être des experts, etc., alors qu'ils font un usage des données scientifiques, parfois en citant des articles qui n'ont rien à voir par rapport à leurs allégations, où ils font des mensonges vraiment énormes. Il y a toute une stratégie aussi pour entrer à l'hôpital, pour entrer dans les maisons de santé, et parfois de trouver des chercheurs, des médecins, etc., qui sont peu regardants par rapport à l'éthique, et du coup ça donne vraiment toute apparence de sérieux. Je voulais aussi parler de la médecine intégrative. Moi je suis totalement pour le concept de médecine intégrative, à savoir utiliser le meilleur des INM avec la médecine conventionnelle, etc. Moi je pense que c'est vraiment un progrès énorme pour les patients, et même pour tout le monde. Sauf que là, actuellement, concrètement, c'est un peu un cheval de Troie. C'est un peu un nouveau label pour intégrer tout et n'importe quoi, et on le voit dans certains instituts qui utilisent des méthodes de physique quantique, l'iridologie, l'homéopathie, etc., et qui sont financés par les laboratoires, par l'industrie de l'homéopathie, par exemple. C'est un peu dérangeant. Puis il y a plein de chartes qui sont mises en place, qui sont très bien rédigées. Moi, j'y adhère, franchement. Sauf qu'elles ne sont pas du tout appliquées, donc c'est un peu de la poudre aux yeux qu'on fait aux consommateurs pour faire croire qu'on est éthique, qu'on est sérieux, etc., alors que c'est pas vraiment le cas. Il y a aussi le problème des complémentaires santé qui remboursent un peu tout. Il y a eu un rapport du Sénat qui est paru il y a 2 semaines et qui veut questionner un peu ça. Surtout que ça se fait un peu aux dépens de l'optique, des psychothérapies, du handicap, de la vision, etc. Et l'argent n'est pas illimité, malheureusement. Je vais passer. Donc là, on arrive vraiment au cœur du problème, parce que moi, je pense que lutter contre les médecines douces, les médecines complémentaires et alternatives et les dérives thérapeutiques, le meilleur moyen, c'est vraiment d'améliorer le système de santé et la médecine conventionnelle. Et il y a plein de pistes, c'est un peu la bonne nouvelle, pour améliorer tout ça. Donc il y a d'abord mieux intégrer et mieux rembourser aussi les interventions non médicamenteuses qui sont tout à fait pertinentes, qui sont prouvées dans des indications précises, sur une population précise, etc. Et exclure les pratiques qui sont infondées. Et par pratiques infondées, je ne parle pas uniquement des médecines douces, je parle aussi de plein de médicaments, plein de stratégies diagnostiques, des dépistages qui ne sont pas forcément adaptés. Il faut également mettre plus de place à la prévention pour tous les professionnels de santé, la prévention primaire, secondaire, etc. Je pense que chaque pro de santé doit devenir un éducateur de santé et accompagner quelqu'un dans son parcours de santé. Ensuite, c'est vraiment démontré que les problèmes structurels, comme la pénurie de praticiens, de pros de santé, c'est très relié au recours aux médecines douces. Donc il faut lutter contre ces problèmes. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et ça permettrait aux patients, aux médecins, de passer plus de temps avec leurs patients lors des consultations, et d'humaniser la médecine en promouvant une médecine qui est holistique dans le bon sens du terme, donc qui est globale, qui est centrée sur le patient, sur ses valeurs, etc. Et sur toutes ses composantes biopsychosociales, etc. pour favoriser le care
et je pense que c'est comme ça que les médecins sont contents quand ils passent plus de temps avec les patients, parce que ça donne vraiment un sens à leur métier, c'est vraiment épanouissant quand on a le temps de parler aux patients. Et les patients, c'est ce qu'ils veulent en fait concrètement. Voilà. Ensuite, il y a un peu un mouvement en gériatrie, un peu en psychiatrie aussi de la déprescription et plus généralement du bon usage du médicament. Moi, je pense que c'est vraiment clé parce que on prescrit effectivement beaucoup trop de médicaments, particulièrement en France, avec antidépresseurs, antidouleurs, etc. Et ça crée un fardeau de la maladie qui parfois est difficilement supportable, notamment pour les personnes âgées qui ont plein de médicaments à prendre, du coup plein d'interactions médicamenteuses, du coup plein d'effets indésirables, du coup dès qu'ils se lèvent trop rapidement de leur lit, hop, ils font un malaise et ils tombent. Enfin, il y a plein d'effets indésirables qui sont un peu graves et gênants pour eux. Donc c'est bien parfois de questionner pourquoi on prescrit ce bêta-bloquant depuis 10 ans, parce que, enfin bref, ça serait bien. Et ça améliorerait la qualité de vie des patients, clairement. Et ça diminuerait les dépenses de santé. Et plus généralement, je vais finir sur ça. Ça fait une vingtaine d'années qu'on parle vraiment beaucoup de ça, de démocratie en santé, de transparence, et je pense que c'est vraiment ultra important pour renforcer l'implication des citoyens à différents niveaux et restaurer la confiance dans les autorités scientifiques et médicales qui ont été vraiment très dégradées par des scandales qui sont très graves ces dernières décennies, notamment en termes de mauvaise gestion des conflits d'intérêts. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ultra important. Et pour conclure, je pense que c'est un problème de santé publique qui est vraiment très intéressant et très stimulant et très important à traiter. Et qu'il faut pour cela mettre en place des stratégies qui sont proactives, qui sont basées sur les preuves, qui sont globales et coordonnées pour lutter efficacement contre ça. Et ça sert à rien de tout focaliser sur la répression parce que ça servira à rien et c'est pas très non plus éthique. Je pense que la prévention, le dialogue, etc., c'est beaucoup mieux. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour vous. Donc j'ai pas mal de références qui sont sur ce QR code. Il y a aussi un poster qui synthétise un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire. Et je prends du plaisir à répondre à vos questions. Voilà.